10 mai 1940. Une salle des opérations de l'armée française, quelque part entre Paris et le front du Nord-Est. Les téléscripteurs crachent les rapports d'ouverture de la campagne. Les officiers de permanence notent les positions, les mouvements, les premiers contacts. Les cartes sont couvertes de flèches. Les flèches vont dans toutes les directions. Ce matin-là, l'armée française possède 3254 chars. L'armée allemande en possède 2439. La France a plus de chars que l'Allemagne. Elle a aussi des chars supérieurs. Le char Bunby, 60 mm de blindage, invulnérable au canon anticar allemand standard. Le Somuas 35 meilleurs chars de cavalerie de toute la campagne que les officiers de Panzertruppen allemands réclameront dans leur rapport après la bataille. Le char 2, le FCM 36, 3254 chars. Meilleur blindage. Canon supérieur. Les officiers français dans cette salle regardent les cartes. Ils ont les chiffres. Ils connaissent le matériel. Ils savent. Ce qu'ils ne savent pas encore, ce que les téléscripteurs ne peuvent pas leur dire ce matin, c'est que dans les Ardennes, au point précis que l'état-major avait déclaré infranchissable, 1222 chars allemands convergent en colonne sur 80 km de front. La France avait plus de chars. Elle allait perdre en 46 jours. Comment est-ce possible? Ce qui suit est la vraie raison pour laquelle la France avait plus de chars que l'Allemagne en 1940 et perdit quand même en 46 jours. Ce n'est pas une histoire de matériel, c'est une histoire de doctrine. Pour comprendre ce qui se passa en mai 1940, il faut remonter à ce que l'armée française avait appris en 1918. La leçon de 1914-1918 semblait claire pour ceux qui l'avaient vécue. L'attaque coûte, la défense tient. À Verdun, la France avait absorbé l'une des offensives les plus puissantes de l'histoire militaire moderne en se défendant pied à pied. Le résultat, 500 000 morts français. Un chiffre que la nation ne pouvait pas répéter. Les généraux de 1939 étaient les colonels de 1918. Ils avaient enterré les morts. Ils avaient signé les listes de pertes. La leçon qu'ils avaient retenue était inscrite dans leur chair autant que dans leur manuel. Ne pas attaquer, défendre, absorber, attendre que l'ennemi s'épuise. Le char, dans cette doctrine, avait un rôle précis. Il escortait l'infanterie, il absorbait les balles qui auraient tué les hommes. Il franchissait les obstacles que les hommes ne pouvaient pas franchir seuls. Il n'était pas une arme de percée offensive, il était une armure mobile. La conséquence doctrinale était directe. Disperser les chars sur le front, un char pour escorter cette compagnie, 2 chars pour renforcer ce bataillon. Pas de concentration blindée, pas de réserve stratégique de blindés. Le décret organique français de 1936 sur l'emploi des chars était explicite. Les chars sont un engin d'accompagnement de l'infanterie. Leur mission prioritaire est d'assurer la progression de l'infanterie en neutralisant les obstacles et les points de résistance. 3254 chars, répartis sur 2000 km de front en appui des unités d'infanterie. La moyenne, 1 char et demi par kilomètre de front. Ce n'était pas une armée blindée, c'était une haie d'acier. Les chars français de 1940 n'étaient pas inférieurs aux chars allemands. Sur les spécifications techniques, certains leur étaient significativement supérieurs. Le char Beth bis, 60 mm dont blindage frontal. Les obus perforants allemands de 37 mm, le calibre anti-char standard de la Wehrmacht en 1940, ne pénétraient pas ce blindage en tir frontal à moins de 100 mètres. Aston, le 16 mai, un seul Bunbis reçut 140 impacts sans être percé et détruisit 13 chars allemands en 2 heures. Le Somuas 35, blindage de 47 mm, canon SA, 35 de 47 mm, capable de percer les Panzer 3 et 4 à 500 mètres, vitesse de 45 km/h sur route supérieure au Panzer 3 de la même époque. Les officiers de la 7e Panzer Division de Rommel, après avoir capturé plusieurs Somua intacts, demandèrent dans leur rapport l'autorisation de les incorporer dans leurs propres unités blindées. Ces chars existaient. Ces chiffres sont dans les archives. Mais il y avait un détail que les spécifications techniques ne capturaient pas.
Le Boon-bis n'avait pas de radio entre chars. Le commandant de groupe ne pouvait pas parler au commandant du char suivant pendant le combat. La coordination se faisait par signal à bras visible à 50 mètres dans la poussière et la fumée d'un engagement blindé. Le Somoise 35 avait un seul homme dans la tourelle. Ce même homme servait le canon, opérait la radio quand elle existait, commandait le char et observait le champ de bataille. En combat intensif, à la vitesse des engagements blindés de 1940, un seul homme ne peut pas faire 4 choses simultanément avec l'efficacité requise. Les Panzer III et IV avaient 5 hommes d'équipage avec des rôles distincts, commandant observateur, tireur, chargeur, pilote, radio, coordination entre chars par radio VHF sur tous les véhicules. La salle des opérations ne montrait pas ces détails sur les cartes. Elle montrait les chiffres. 3254 contre 2439. Elle montrait le faux avantage. Le Conseil supérieur de la guerre avait entre 1936 et 1939 plusieurs fois envisagé la création de grandes unités blindées autonomes. Des officiers comme le colonel de Gaulle, le général Delestraint, le colonel Émile Halleau avaient plaidé pour des divisions cuirassées concentrées avec de l'infanterie motorisée organique et de l'artillerie automotrice intégrée. Le Conseil avait finalement approuvé la création de 3 divisions cuirassées en 1939, une 4e en cours de formation en mai 1940. C'était un compromis. Trop peu, trop tard, et pas encore opérationnel au moment de l'attaque allemande. Le raisonnement des généraux qui avaient freiné la transformation était, encore une fois, cohérent dans son propre cadre. La France disposait d'une ligne Maginot infranchissable au sud. Le centre du front était couvert par les Ardennes, considéré comme un obstacle naturel suffisant contre les chars lourds. Le point de pression prévisible était le nord, la Belgique et les Pays-Bas. C'est là que les Allemands avaient attaqué en 1914. C'est là que les Alliés concentrèrent leur meilleure armée, le corps expéditionnaire britannique et les armées françaises du Nord pour contre-attaquer. Cette analyse était raisonnable. Elle était également précisément ce que l'état-major allemand voulait que les Français croient. Le 10 mai, l'offensive allemande s'ouvre en Belgique et aux Pays-Bas. Les meilleures unités françaises et britanniques s'élancent vers le nord pour contrer l'attaque prévue. La porte se referme. Le 13 mai, Guderian frappe aux Ardennes avec 1222 chars. L'état-major français chercha des réserves blindées. Il n'en avait pas. Les 4 divisions cuirassées incomplètes étaient engagées ou en mouvement. Les 3254 chars étaient tous quelque part sur le front dispersés, en appui, inamovibles sans délai. La percée des Ardennes était ouverte. Il n'y avait rien derrière. Les officiers français qui avaient alerté sur le danger de la dispersion blindée n'étaient pas des inconnus. Ils n'avaient pas besoin d'être nommés comme des génies méconnus. Ils avaient simplement fait le même calcul que Guderian, en même temps, avec les mêmes données. Le colonel de Gaulle avait publié « Vers l'armée de métier » en 1934, refusé. Le général Delestraint avait rédigé des notes de service sur la concentration blindée entre 1935 et 1938, classées. Le lieutenant-colonel Émile Halleau avait proposé en 1936 un protocole d'emploi des chars encore blindés autonomes, non transmis à l'échelon supérieur. Ces hommes n'étaient pas des visionnaires isolés. Ils étaient la partie de l'institution qui avait lu les rapports allemands, étudié les exercices de la Wehrmacht, publié dans les revues militaires ouvertes et fait les additions. Ce que l'institution leur avait répondu, à tous, se résumait à cela. La France ne peut pas se permettre une doctrine offensive. La France a besoin de défendre. La France a besoin de tenir. Les chars défendent mieux en étant partout qu'en étant quelque part. C'était le raisonnement qui avait perdu la France. La première contre-attaque blindée française de la campagne, la 4e DCR de Gaulle à Montcornet le 17 mai, montra que le raisonnement était faux. 90 chars concentrés sur un seul axe percèrent les lignes de ravitaillement allemandes et les paralysèrent pendant 6 heures. Avec 300 chars, le résultat aurait été différent. Il n'y avait pas 300 chars disponibles. Ils étaient tous ailleurs, à 2 ou 3 par kilomètre, escortant une infanterie qui reculait. L'échec de Montcornet confirma la thèse, pas son contraire. C'était insuffisant parce que trop peu concentré, pas parce que la concentration était le mauvais principe. La leçon était là.
Elle avait été apprise 5 ans trop tard. Le point de percée des Ardennes n'était pas un accident. C'était le résultat d'une analyse allemande précise des failles doctrinales françaises. L'opération Sichel-Schnitt, le plan de Manstein approuvé par Hitler en février 1940, reposait sur une hypothèse centrale. Les Français ne concentreraient pas de masse blindée de réserve derrière les Ardennes. Ils ne pouvaient pas. Leur doctrine ne le permettait pas. Tous leurs chars seraient dispersés en appui d'infanterie. Il n'y aurait rien derrière la ligne de front au point de percée. Manstein avait étudié la doctrine française. Il avait lu les exercices, il avait lu les publications, il avait lu, comme Guderian, les propositions que l'état-major français avait rejetées. Ce que l'état-major français avait refusé d'admettre était le fond de la carte de victoire allemande. Le terrain des Ardennes posait un problème réel. Les forêts, les routes étroites, les ravins, un embouteillage de chars sur une route ardennaise crée une colonne de 250 km de long vulnérable aux bombardements aériens pendant des heures. Mais la Luftwaffe couvrait la colonne. Et l'armée française n'avait pas de bombardiers en nombre suffisant pour attaquer une colonne de 250 km en mouvement derrière les lignes ennemies, même si quelqu'un avait eu l'idée de le faire. Ce que Guderian avait compris, c'était que les Ardennes n'étaient pas infranchissables. Elles étaient simplement lentes. 72 heures pour traverser, au lieu de 12 heures sur terrain dégagé. 72 heures pendant lesquelles l'aviation française et britannique auraient pu détruire la colonne. L'aviation française et britannique frappait en Belgique, parce que l'état-major avait regardé la Belgique et vu la menace principale. Le 13 mai, les premières têtes de pont allemandes étaient sur la Meuse à Sedan. Le 15 mai, Paul Reynaud téléphonait à Churchill. « Nous sommes battus. » Pas parce que les chars français étaient mauvais, parce qu'ils n'étaient pas là. 13 mai 1940, Sedan, la Meuse. Les unités du génie motorisé de la UNR Panzerdivision atteignent la rive et à 16:00. Les canaux pneumatiques gonflent. Les premiers sapeurs traversent sous le feu des défenseurs français de la 55e division d'infanterie. La 55e n'était pas une division d'élite. C'était une division de réserve de série B hommes plus âgés, équipement de deuxième ligne, entraînement lacunaire depuis 1939. Elle tenait les Ardennes parce que l'état-major avait estimé que les Ardennes n'avaient pas besoin d'une division de première ligne. À 15:00, les Stukas de la Luftwaffe entamèrent leur bombardement préparatoire sur les positions françaises de la Meuse. 2 heures de bombardement en piqué, les sirènes des Stukas dans les ravins, le sol qui tremble, les communications qui sautent, les officiers français qui cherchent des contre-ordres qui n'arrivent pas. La salle des opérations françaises à Vincennes reçoit le rapport à 19:00. Une tête de pont allemande sur la Meuse à Sedan. Le général Georges, commandant du front du Nord-Est, éclate en sanglots devant ses officiers. L'état-major chercha des chars à envoyer. Il chercha des unités blindées de réserve. Il chercha. Les chiffres sur les cartes étaient là. 3254 chars français. Mais ils étaient tous quelque part en Belgique, en Hollande, sur la ligne Maginot, en appui de divisions d'infanterie immobilisées sur leur position. Pas un seul corps blindé concentré, en réserve stratégique. Pas une seule masse de manœuvre capable de colmater une percée en 48 heures. Le rapport de l'OKW, classifié jusqu'en 1948, analysant la campagne de France, notait avec une précision clinique. La dispersion des forces blindées françaises sur l'ensemble du front constitua le facteur décisif permettant l'exploitation de la percée de Sedan sans résistance blindée, organisée pendant les 72 heures. Critique de l'opération. La concentration de 1222 véhicules blindés sur 80 km de front au point de percée aurait été impossible à neutraliser par les forces françaises telles qu'elles étaient déployées. Guderian écrivit dans Panzer Leader. La dispersion française nous avait offert un cadeau inespéré. Le 14 mai, Guderian était sur la Meuse-Ouest. Le 20 mai, il atteignait la Manche à Abbeville. La France était coupée en deux. 46 jours après le début de la campagne, l'armistice était signé, avec 3254 chars, dont des centaines n'avaient pas tiré un seul obus. La campagne de France de mai-juin 1940 fut, selon les historiens militaires de toutes les nationalités qui l'analysèrent après-guerre,
la démonstration la plus rapide et la plus complète de la supériorité de la doctrine blindée, concentrée sur la doctrine blindée dispersée. Toutes les grandes puissances militaires en tirèrent les mêmes conclusions dans les mois suivants. L'Union soviétique accéléra la création de ses corps blindés en 1940 avant Barbarossa. Les États-Unis créèrent l'Armored Force en juillet 1940, directement inspiré des leçons de France. La Grande-Bretagne réorganisa ses formations blindées en corps d'armée indépendants. Le Japon étudia les rapports de la campagne pour adapter son emploi des chars en Chine et dans le Pacifique. Même l'Allemagne en tira des leçons. Après la campagne, la Wehrmacht accéléra la production des Panzer IV au détriment des Panzer I et II obsolètes, directement influencés par ce que le Bund bis avait démontré concernant le blindage. La France avait, avec ses propres chars capturés et ses propres officiers prisonniers, fourni au monde entier les données pour construire les armées blindées de la guerre suivante. 3254 chars français, 2439 chars allemands, un point de percée, 72 heures pour traverser les Ardennes, 46 jours pour vaincre la France. Ces chiffres sont le résumé complet de la doctrine. L'état-major français avait regardé ces 3254 chars et vu une armée. Il avait un inventaire, pas une doctrine. Les officiers qui avaient alerté de Gaulle, Delestraint, Alléo, avaient regardé les mêmes chiffres et vu ce qui manquait. Non pas les chars, la façon de les employer. L'ennemi, lui, avait lu leurs propositions rejetées et construit une armée en conséquence. Certaines nations perdent leur guerre par manque de matériel. Certaines nations perdent leur guerre avec le meilleur matériel du monde, parce qu'elles ont refusé d'écouter ceux qui savaient comment l'utiliser. L'état-major avait les chars, il avait refusé les hommes qui savaient comment les concentrer. L'Allemagne avait lu leurs propositions. La France n'a jamais manqué de génie, elle a manqué d'écoute.